Dans mon exposé, j'aborderai tout d'abord les questions fondamentales en rapport avec la suppression du cours plancher. Ensuite, je vous présenterai notre analyse de la situation économique dans le monde et en Suisse, avant de commenter brièvement notre politique monétaire actuelle. Enfin, je souhaite saisir cette occasion pour dire quelques mots sur l'idée d'un fonds souverain. Je vais donc me consacrer tout d'abord au cours plancher. Je commencerai par une comparaison entre la situation sur le marché des changes en 2011 et celle d'aujourd'hui. J'aimerais vous montrer combien ces deux situations sont différentes et comment, dans ces contextes distincts, nous avons réagi sur le plan de la politique monétaire. Sur ce graphique, vous voyez le cours de l'euro par rapport au franc, au dollar des États-Unis et à la livre sterling. Pour mieux pouvoir comparer les trois cours de change, nous avons pris comme indice 100 le cours de début janvier 2011. Un mouvement vers le bas indique qu'une monnaie s'apprécie par rapport à l'euro. Un mouvement vers le haut indique qu'une monnaie se déprécie. Vous voyez clairement l'appréciation du franc par rapport à l'euro en 2011. À cette époque, l'euro était plutôt stable par rapport au dollar et à la livre sterling. Il s'agissait alors d'une situation de franc fort. Face à cette situation, nous avons introduit le cours plancher en septembre 2011. Le cours plancher a permis de freiner la très forte appréciation du franc. L'économie a eu ainsi plus de temps pour s'adapter à un franc plus fort. Début 2015, le contexte international et les conditions sur le marché des changes ont évolué rapidement. Il était prévisible que les politiques monétaires allaient prendre des orientations divergentes dans les principales zones monétaires. Aux États-Unis, les anticipations annonçaient de plus en plus un changement dans la politique de taux. Par contre, dans la zone euro, la Banque centrale européenne, la BCE, continuait d'assouplir sa politique monétaire depuis mi-2014, étant donné la très faible croissance économique. De ce fait, l'euro a faibli sensiblement par rapport aux principales monnaies. À cause du cours plancher, le franc s'est à son tour déprécié face au dollar des États-Unis et à la livre sterling. Cela annonçait une distorsion du franc par rapport aux monnaies les plus importantes. Si nous avions maintenu le cours plancher, la surévaluation effective du franc, c'est-à-dire pas seulement face à une monnaie donnée, mais par rapport aux monnaies de tous nos partenaires commerciaux, se serait fortement relativisée. La BNS a estimé qu'il n'était pas justifié d'aller à l'encontre d'une telle évolution. Par conséquent, nous avons supprimé le cours plancher le 15 janvier 2015. Du fait de l'évolution de la situation internationale, le cours plancher ne pouvait plus être maintenu durablement. La suppression du cours plancher n'aurait été qu'une question de temps. Il était clair que pour maintenir le cours plancher, il aurait fallu accroître encore massivement le volume de nos interventions. En outre, des perspectives d'amélioration ne se dessinaient pas. Ces interventions auraient provoqué davantage de spéculation. En effet, ces interventions n'auraient pas changé le problème fondamental, à savoir que la dépréciation générale de l'euro aurait atténué la surévaluation du franc par rapport au dollar des États-Unis et d'autres monnaies importantes. Par contre, ces interventions auraient conduit à une augmentation massive des réserves de devises dans notre bilan. Nous aurions ainsi risqué de perdre le contrôle de notre politique monétaire sans réduire durablement
la pression à la hausse sur le franc. Nous avons estimé qu'il était irresponsable de courir un tel risque. En outre, du fait de la très forte augmentation de nos réserves de devises, une suppression plus tardive du cours plancher aurait entraîné des pertes exorbitantes pour la BNS. Les coûts du maintien du cours plancher auraient été sans commune mesure avec le bénéfice retiré. Par conséquent, attendre davantage aurait fortement compromis la capacité de la BNS d'accomplir son mandat à l'avenir et cela n'aurait pas non plus servi l'intérêt général du pays. Notre décision était donc inévitable. C'est d'ailleurs ce qu'ont montré les fluctuations des cours de change après notre décision. L'euro ne s'est pas déprécié uniquement face au franc. Comme vous le voyez ici, fin 2014, il avait déjà commencé à faiblir face au dollar des États-Unis et à la livre sterling. Cette tendance s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. La dépréciation de l'euro face au franc correspond à peu près à celle de l'euro vis-à-vis du dollar et de la livre sterling. Ainsi, la situation a évolué de celle d'un franc fort en 2011 à celle d'une faiblesse générale de l'euro. Le graphique suivant montre une estimation approximative de ce qui se serait passé si nous avions maintenu le cours plancher, c'est-à-dire des interventions auxquelles il aurait fallu s'attendre. À ce sujet, il est utile de comparer la période après le 15 janvier 2015 avec 2012. Mi-2012, les incertitudes concernant l'évolution de la situation dans la zone euro se sont encore accrues. La crise de la dette s'est aggravée dans certains pays de la zone euro, ce qui a entraîné un fléchissement de l'euro vis-à-vis de la plupart des autres devises. Ainsi, la pression à la hausse sur le franc s'est renforcée. Pour défendre le cours plancher, la BNS a dû acheter des devises, ce qui a gonflé son bilan d'environ 200 milliards de francs. Sur le graphique, cette période est indiquée par la première petite surface en rouge. La deuxième grande surface en rouge marque la période après la suppression du cours plancher le 15 janvier 2015. La décision d'assouplissement quantitatif prise par la BCE peu après le 15 janvier a entraîné une nouvelle dépréciation de l'euro vis-à-vis du dollar. Cette dépréciation fait bien ressortir la pression énorme à laquelle nous aurions dû faire face si nous avions maintenu le cours plancher. Reporter la suppression du cours plancher n'aurait été possible qu'au prix d'une augmentation incontrôlable de la somme du bilan. Celui-ci aurait pu s'accroître de plusieurs centaines de milliards de francs et atteindre éventuellement un multiple du PIB de la Suisse. Permettez-moi maintenant de parler plus en détail du bilan de la BNS. Sur ce graphique, j'aimerais vous montrer que nous n'hésitons pas à engager notre bilan tant que le bénéfice tiré est supérieur au coût induit. Le graphique montre comment le total respectif des bilans des différentes banques centrales a évolué depuis 2005. On observe le bilan par rapport au PIB afin de prendre en compte la différente taille des économies. La ligne supérieure bleue du graphique représente notre bilan. Comme vous pouvez le voir, nous avons résolument engagé ce dernier pendant la crise. Par rapport au PIB, notre bilan est aujourd'hui nettement plus élevé que celui des banques centrales dans la zone euro et aux États-Unis. Et il est aussi plus élevé que celui de la Banque du Japon. Fin décembre
2014, notre bilan se montait à environ 640 milliards de francs. Avant de passer à notre appréciation de la situation actuelle et aux perspectives d'avenir, je souhaite encore revenir sur le cours du franc aujourd'hui. Une mesure de la surévaluation d'une monnaie est sa valeur extérieure, en données réelles pondérées par les exportations. Aujourd'hui, la valeur extérieure du franc en données réelles pondérées par les exportations est bien sûr marquée par la faiblesse de l'euro. Depuis le début de la crise en 2007, le franc s'est apprécié en termes réels d'environ un quart de sa valeur par rapport aux monnaies de nos principaux partenaires commerciaux. Il se maintient donc toujours à un très haut niveau et reste surévalué. Depuis le 15 janvier 2015, la forte appréciation initiale s'est légèrement affaiblie. Pondérée par le commerce extérieur, l'appréciation du franc en termes réels depuis le 15 janvier 2015 correspond à environ 5 à 6% aujourd'hui. Néanmoins, par rapport à l'euro, elle est de l'ordre de 7 à 8%. Cette surévaluation de notre monnaie a pour effet de renchérir systématiquement les produits suisses à l'étranger. Donc, même si la suppression du cours plancher était la bonne décision, l'appréciation liée à celle-ci n'est pas facile à digérer pour l'économie suisse. Dans ce contexte international difficile, permettez-moi maintenant de vous faire part de notre analyse de la situation économique aujourd'hui. Au troisième trimestre, la croissance de l'économie mondiale est demeurée en deçà de nos prévisions. Cette évolution tient en premier lieu à la faiblesse de la conjoncture industrielle au niveau international et au manque du dynamisme du commerce mondial. La BNS a légèrement abaissé sa prévision de croissance à court terme pour l'économie mondiale. En revanche, les perspectives à moyen terme demeurent inchangées. Dans l'ensemble, elle considère les perspectives économiques mondiales avec un optimisme prudent. Cependant, la situation présente toujours des risques considérables. Il est possible que la mutation structurelle en Chine continue de peser sur la conjoncture industrielle et sur les investissements à l'échelle mondiale. En outre, les faiblesses structurelles de l'Europe subsistent. Le ralentissement de la croissance mondiale s'est aussi répercuté sur la Suisse. D'après la première estimation officielle, le produit intérieur brut a stagné au troisième trimestre 2015. Ainsi, la performance économique annoncée est en dessous des attentes. Ce recul est dû principalement au repli de la création de valeur dans le commerce et le secteur financier. L'industrie manufacturière a certes enregistré une progression, mais celle-ci varie très fortement d'une branche à l'autre. Outre la force du franc, la faiblesse de la conjoncture industrielle mondiale a joué un rôle indéniable à cet égard. La demande de produits intermédiaires et de biens équipements suisses est demeurée atone. La BNS continue de tabler sur un redressement progressif de l'économie. Pour 2015, nous prévoyons toujours une croissance de près de 1% en termes réels. La conjoncture mondiale devrait peu à peu gagner en vigueur dans le courant de cette année et, de ce fait, consolider la demande extérieure de biens et de services suisses. La demande intérieure devrait elle aussi demeurer robuste. Pour 2016,
nous nous attendons à une croissance d'environ 1,5%. À l'aide du graphique suivant, j'aimerais vous présenter plus précisément l'évolution de la situation depuis la suppression du cours plancher. Ce graphique montre les exportations. La ligne bleue indique les exportations exprimées en valeur nominale, c'est-à-dire les chiffres d'affaires. La ligne rouge montre les exportations exprimées en valeur réelle, c'est-à-dire les volumes exportés. Les séries de données de septembre 2011, au moment de l'introduction du cours plancher, correspondent à l'indice 100. Vous voyez clairement qu'aujourd'hui, les volumes exportés et les chiffres d'affaires sont, dans l'ensemble, nettement supérieurs à ceux de septembre 2011, au moment de l'introduction du cours plancher. Aujourd'hui, ils sont similaires à ceux de début 2015, avant la suppression du cours plancher. Dans l'ensemble, nous considérons que ces données sont positives, même si la prudence s'impose. Notons toutefois la différence entre l'évolution des chiffres d'affaires en termes réels et celle plus faible des chiffres d'affaires en termes nominaux. Au cours des derniers mois, les volumes exportés ont augmenté plus fortement que les chiffres d'affaires, c'est-à-dire que les entreprises ont baissé leurs prix pour préserver leur part de marché. Du fait des baisses des prix qu'elles ont consenties au cours des derniers mois, de nombreuses entreprises restent confrontées à une situation très tendue en ce qui concerne leurs marges bénéficiaires. Nous sommes conscients de cette situation. La BNS dispose d'un réseau de délégués aux relations avec l'économie régionale. Ces derniers mènent régulièrement des entretiens avec des entreprises dans toute la Suisse. Par conséquent, nous savons de première main que la surévaluation du franc cause de grandes difficultés à de nombreuses entreprises. Nous avons aussi connaissance d'importantes mesures d'ajustement destinées à accroître l'efficacité et à stimuler l'innovation. Les entreprises négocient des prix plus bas avec leurs fournisseurs et recherchent des solutions viables avec leurs collaborateurs. Permettez-moi maintenant de commenter brièvement notre politique monétaire actuelle. Comme vous le savez, lors de l'examen du 10 décembre 2015 de la situation économique et monétaire, nous avons maintenu à moins 0,75% le taux d'intérêt. Nous avons également réaffirmé notre disposition à intervenir sur le marché d'échange. Ce graphique montre les taux d'intérêt appliqués par les banques centrales aux États-Unis, dans la zone euro et en Suisse. Avant la crise, nos taux d'intérêt étaient nettement inférieurs à ceux appliqués à l'étranger. Le franc étant considéré comme une monnaie refuge, les investisseurs s'accommodent volontiers de taux plus bas en échange d'une plus grande sécurité pour leur placement. Pendant la crise, les taux d'intérêt ont été abaissés à l'échelle mondiale. En Suisse, ils sont proches de zéro depuis 2011. Fin 2014, la BCE a elle aussi ramené ses taux d'intérêt à ce niveau. Cela a exercé une pression à la hausse sur le franc. Le taux d'intérêt négatif a permis de rétablir l'écart traditionnel entre les taux suisses et les taux étrangers. Le taux d'intérêt négatif est notre disposition à intervenir sur le marché d'échange vise à réduire la pression sur le franc. Notre politique monétaire contribue ainsi à stabiliser l'évolution des prix et à soutenir l'activité économique. À l'aide du graphique suivant, j'aimerais vous montrer dans quelle mesure l'appréciation du franc contribue
au renchérissement en Suisse. La ligne noire montre le renchérissement en Suisse. Comme vous le voyez, le taux d'inflation a presque toujours été négatif ces dernières années. À l'extrémité droite du graphique, vous remarquez qu'actuellement, l'appréciation du franc, les barres rouges, et la baisse des cours du pétrole, c'est les barres oranges, tirent l'une et l'autre l'inflation vers le bas. Ces deux effets sont temporaires. Ils entraîneront à terme un ajustement du niveau des prix et ensuite n'auront plus d'incidence sur l'inflation. C'est ce qu'indique aussi notre prévision d'inflation conditionnelle. Nous nous attendons à ce que l'inflation redevienne positive début 2017. C'est ce que laisse présager les perspectives de croissance légèrement plus favorables. Mais l'évolution précise dépendra, bien entendu, de l'environnement international au cours des prochaines années et de la manière dont l'économie suisse surmontera l'actuelle surévaluation du franc. Pour terminer, mesdames et messieurs, je souhaite dire quelques mots sur l'idée d'un fonds souverain et vous expliquer pourquoi la BNS y est opposée. Dernièrement, l'idée de créer un fonds souverain est redevenue très actuelle. En soi, la discussion n'est pas nouvelle. Déjà en 2012, la BNS a publié une prise de position dans laquelle elle rejetait cette proposition. Ce qui rend le débat difficile, c'est que tous ne parlent pas de la même chose. Souvent, les propositions ne sont pas mûries jusqu'à leur mise en œuvre concrète. De plus, la forme que devrait prendre le fonds souverain n'est pas claire non plus. Pourquoi le débat sur la création de fonds souverains s'est-il ranimé? La raison tient à la très forte croissance des placements de devises depuis le début de la crise financière, croissance due à la politique monétaire. Il est très compréhensible que l'accroissement rapide des placements de devises ait relancé le débat. La BNS n'est pas fermée à la discussion sur la création de fonds souverains. C'est pourquoi nous prenons volontiers position à ce sujet. Il n'existe dans le monde que très peu de fonds souverains dont les actifs proviennent des réserves monétaires d'une banque centrale. La plupart des fonds souverains à l'étranger ne sont pas des modèles pour la Suisse. Ils sont alimentés soit par des revenus tirés des matières premières, comme dans le cas du fonds souverain norvégien, soit dans le cas du fonds souverain singapourien, par des excédents budgétaires de l'État. Lorsque la Norvège vend du pétrole, les fonds propres du pays augmentent. Dans ce cas, les devises comme les fonds propres peuvent être portés au bilan du fonds souverain norvégien. Lorsque la BNS achète des devises et crée ainsi des francs, cela a un impact sur son bilan. À l'actif, les devises augmentent alors qu'au passif, les avoirs à vue s'accroissent. Une dette est donc compatibilisée en contrepartie des devises achetées. Dans le cas de la Suisse, il ne serait pas possible de transférer les avoirs à vue à un fonds souverain indépendant puisqu'il représente une dette de la BNS envers les banques et d'autres établissements financiers. Les réserves de devises de la BNS proviennent avant tout des interventions requises par la politique monétaire sur le marché d'échange et de la création de francs qui en découlent. Par conséquent, elles ne reflètent ni une épargne réelle, ni une richesse nationale. En outre, les réserves de devises doivent pouvoir être revendues rapidement si cela s'avère nécessaire pour la politique
monétaire. Un fonds souverain alimenté par des réserves de devises toucherait directement la politique monétaire de la BNS. Transférer des réserves de devises constituerait de ce fait une grave atteinte à l'indépendance de la BNS. Ce graphique montre que le risque de change détermine le résultat des placements de la BNS. Compte tenu de la force du franc, la BNS ne peut couvrir ce risque. Ce serait aussi le cas de fonds souverains. En effet, si le fonds souverain couvrait le risque de change, il provoquerait une appréciation du franc et compromettrait ainsi la politique monétaire de la Banque nationale. Si le fonds souverain était détenu par la Confédération, celle-ci assumerait certes une partie des risques au bilan de la BNS, mais ces risques continueraient de peser sur la Suisse. La création d'un fonds souverain n'éliminerait pas le risque de change. Ce dernier serait simplement transféré à une autre institution, la Confédération. Pour conclure, mesdames et messieurs, permettez-moi de dresser un bilan. Nous avons supprimé le cours plancher début 2015 car cette mesure n'avait plus un caractère durable étant donné l'évolution de la situation internationale. Il aurait été irresponsable de maintenir cet instrument. L'appréciation du franc après la décision du 15 janvier 2015 représente un défi majeur pour l'économie suisse, en particulier pour les entreprises en concurrence directe avec l'étranger. Nous sommes pleinement conscients de cette situation. La politique monétaire actuelle vise à remédier à une situation internationale difficile. Le taux d'intérêt négatif, d'une part, et la disposition de la BNS à intervenir sur le marché des changes, d'autre part, devraient contribuer à réduire davantage la pression à la hausse sur le franc. Enfin, la BNS rejette l'idée d'un fonds souverain qui serait alimenté par ses réserves de devises. Les réserves de devises de la BNS ne sont ni de l'épargne réelle, ni une richesse nationale, mais le résultat des mesures de politique monétaire. Transférer des réserves de devises constituerait une grave atteinte à l'indépendance de la BNS. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci pour cet exposé très intéressant, très pédagogique, très didactique, mais je crois que c'était important qu'on comprenne effectivement bien à la fois les raisons qui vous ont poussé à supprimer le cours plancher, puis à continuer à lutter contre le renchérissement du franc depuis une année et les enjeux que ça pose pour l'économie suisse. Je vais tout de suite ouvrir le débat avec les questions. Oui, Monsieur Cap de NZZ. Tu appuies sur le bouton en bas. Ouais. Okay, ouais. Jean-Pierre Cap, Neue Zürcher Zeitung. Je voudrais juste demander l'affaiblissement du franc vers l'euro des dernières semaines. À votre avis, elle a dû à quoi? Les gens se demandaient si c'était dû en premier lieu à des interventions de votre côté ou s'il y a d'autres raisons. Vous savez, il y a toujours beaucoup de différents facteurs qui sont responsables pour l'évolution de taux de change. Mais c'est clair, il y a plusieurs facteurs qui sont très importants. Une fois, le franc suisse reste surévalué. Et normalement, la pression normale est une monnaie qui est surévaluée commence à déprécier dans le temps. Et deuxièmement, comme j'ai expliqué avant, notre politique monétaire est visée de diminuer la pression sur le franc suisse avec les taux négatifs et avec notre disposition à intervenir sur le marché des changes. Et ça aide sûrement aussi dans ce contexte.
Vous savez, on ne dit jamais quelque chose sur notre... Oui, bonjour, Gabriel Fontana de la RSI. Je voulais savoir si la Banque centrale européenne, après la Banque du Japon, introduirait des taux négatifs, la Banque centrale suisse, jusqu'à quel point pourrait aller, disons, pour répondre à une politique de ce genre, dans sa propre politique de taux négatifs? Merci beaucoup pour ces questions. Je ne peux pas aller ici maintenant dans les détails. On observe clairement qu'est-ce qui va se passer à Francfort dans ce respect. Et on va analyser exactement quelle serait la meilleure réponse de la Banque nationale. Je ne peux pas dire plus sur ce sujet-là maintenant, aujourd'hui. Juste sur le Japon, c'est la première fois que le Japon pratique des taux négatifs ou... Oui, je pense que c'est pour la première fois que le Japon a maintenant baissé les taux dans le territoire négatif. Oui. En Europe, c'est déjà le cas. Ils sont déjà depuis longtemps dans le territoire négatif. Et comme j'expliquais avant, l'écart est très important aussi pour la pression sur le franc. Oui. Et aux États-Unis, il y a déjà eu, ou je me rappelle? Non, la Fed n'a jamais baissé les taux dans le territoire négatif. C'était toujours un petit peu en dessus, oui, de zéro. Oui, exactement. D'accord. Oui. Appuie sur le bouton, s'il te plaît. Oui. Ouais. Alors, Pierre Novello, journaliste économique indépendant. Je suis pas très pratique pour parler. Oui, moi j'ai une question concernant la surévaluation du franc. Étant donné la situation extrêmement prospère de la Suisse, l'accumulation de déficits, d'excédents, pardon, qui est en fait quand même la raison fondamentale du pourquoi le franc suisse est si fort. Bien sûr, il y a l'aspect spéculatif, il y a l'aspect valeur refuge, mais je veux dire, est-ce que cette surévaluation, est-ce qu'elle est vraiment est-ce que c'est si fort que ça par rapport à une situation qui est très prospère pour corriger? Alors, naturellement, ça devrait être que justement notre situation se dégrade et naturellement on reviendrait à un franc plus faible. Le fait de vouloir absolument contrer, je comprends très bien évidemment que c'est nécessaire pour l'économie, mais en même temps, il n'y aurait pas un mouvement naturel de balancier. Vous avez une monnaie très élevée, logiquement, ça dégrade les conditions compétitives, puis la monnaie en recule. Enfin, c'est un peu le mouvement un peu naturel du fonctionnement du marché d'échange, non? C'est une question très très complexe. On peut avoir un débat longtemps sur ça, mais notre appréciation est claire que le franc suisse reste nettement surévalué dans ce contexte-là. De 7 à 8%, mais ça paraît un peu vague comme... Je n'ai pas parlé de la surévaluation en pourcentage. J'ai pris l'index pondéré par les exportations du franc suisse réel et j'ai dit que le changement depuis notre décision de janvier 15, c'est une appréciation du franc à peu près 7 à 8% vis-à-vis l'euro. Mais le concept de surévaluation est un peu différent. C'est toujours vis-à-vis un certain équilibre. Mais tous nos modèles montrent que le franc suisse reste surévalué aussi dans ces circonstances. C'est clair que la situation aujourd'hui est un petit peu mieux que le 15 janvier parce qu'il y avait une certaine dépréciation du franc suisse depuis les derniers 12 mois. Peut-être vous avez mentionné l'excédent commercial, je pense, la Suisse. C'est aussi un facteur qui est toujours mentionné, mais il faut voir que la Suisse est un petit peu dans une situation spéciale. Beaucoup de la recherche montre que cet excédent a des raisons structurelles, même si le franc suisse augmenterait encore beaucoup plus apprécié encore beaucoup plus, l'excédent reste. Alors, c'est lié avec la structure de l'économie suisse, c'est aussi lié avec la volonté d'épargner, et pour ça, ce n'est pas le meilleur indicateur pour évaluer la surévaluation de la Suisse. On est convaincu que le franc reste surévalué et c'est la raison pour laquelle notre politique monétaire est visée de diminuer la pression sur le franc suisse avec ces deux piliers,
taux négatif et la disposition à intervenir sur le marché si nécessaire. Ouais. Il y avait Madame, et puis après... Bonjour, Tatiana Irko, Naša Gazeta. Selon les chiffres présentés récemment par l'administration fédérale des douanes, les exportations suisses ont diminué, surtout vers la zone euro, suite à l'abolition de la taux plancher. Est-ce que vous pensez que les exportations vont encore diminuer pendant l'année 2016, où le choc était déjà plus ou moins absorbé? Et puis, est-ce que vous pouvez faire quelques prévisions concernant les partenaires commerciaux suisses dans la zone ex-soviétique, comme la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan? Les exportations suisses ont diminué encore plus vers ces pays-là. Merci. Merci beaucoup aussi pour cette question. C'est toujours très difficile de faire des prévisions pour tous ces chiffres. Nous pensons qu'une grande partie de l'ajustement est maintenant derrière nous, mais aussi une grande partie peut être encore faite en 2016. Alors, si on regarde un petit peu dans l'économie, il y a beaucoup des entreprises qui doivent encore faire quelques ajustements. Pour nous, ce n'est pas seulement le franc suisse qui est crucial, c'est aussi l'économie mondiale. Alors, si la demande reste robuste ou même augmenterait un petit peu de l'économie mondiale, ce serait très bien pour la Suisse, très bon pour la Suisse. Dans l'opposite, si l'économie mondiale commence à affaiblir plus, ça va aussi créer une situation plus difficile. Avant tout, la situation en Europe est très, très importante pour nous. Alors, chaque fois que le taux de croissance augmente en Europe, avec le niveau de change inchangé, c'est positif pour la Suisse et vice-versa. Votre question concernant des pays comme la Russie ou de l'Asie centrale, tous ces pays souffrent maintenant à cause du prix de pétrole qui est très très bas et ça a clairement aussi un impact négatif sur nos exportations pour ces pays. C'est clair que ces pays ont eu beaucoup de l'argent à cause le pétrole, ça a diminué maintenant et ça aussi limite maintenant les possibilités pour importer des biens dans ces pays et ça crée une situation plus difficile pour nos exportateurs qui aimeraient vendre des produits pour ces pays. Ouais. Oui, après. Michelot, du journal Point de Mire. Au fond, en matière d'objectifs monétaires, on dit généralement qu'on essaye d'éviter de courir après plusieurs objectifs en même temps. Il semble qu'actuellement, le taux de change est un objectif important, mais il y a un autre objectif qui est important aussi, c'est l'inflation. Vous dites que en 2017, on devrait revenir à un taux d'inflation positif. Or, des années durant, des décennies durant, quand l'inflation était extrêmement élevée, à la BNS comme ailleurs, on visait l'objectif zéro. Donc, on n'est plus à zéro, on est en dessous de zéro. Comment est-ce que maintenant vous pouvez expliquer le paradoxe de vouloir maintenir des taux d'intérêt négatifs, d'une part, ce qui pèse sur le taux d'inflation, en négatif, puis en même temps espérer revoir l'inflation remonter vers, je ne sais pas, 2% peut-être, ce qui était votre ancien objectif. C'est complètement paradoxal de mener en parallèle ces deux politiques, à mon avis. Non, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas paradoxal, c'est complètement logique. Notre but est d'avoir une inflation en moyen terme dans la zone positive, ça veut dire en dessous de 2%, mais positif. Maintenant, à cause de plusieurs chocs négatifs, ça veut dire taux de change, mais aussi le pétrole. L'inflation est devenue négative. Mais si vous voyez notre prévision d'inflation, ça devrait redevenir positif en 2017. Mais ça dépend toujours des chocs de l'avenir. Si le prix de pétrole continue à diminuer, ça va plutôt dans la direction inverse qu'on aimerait. Mais notre politique monétaire, avec la disposition d'intervenir et avec les taux négatifs, est très, très expansionniste. Alors, ça veut dire qu'elle devrait supporter l'inflation vers le haut
Et ça, c'est le but de la politique monétaire. À moyen terme, il faut avoir une inflation qui est en dessous de 2%, mais positive. Maintenant, malheureusement, on est dans la zone négative et pour ça, la politique monétaire est très expansionniste avec le but de pousser l'inflation vers le haut. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a un paradoxe entre maintenir des taux d'intérêt négatifs, puis en même temps, vous espérez voir une inflation un peu plus haut que zéro? Il me semble que vous devez arrêter avec les taux négatifs pour obtenir ce résultat. Mais si on fait un exemple, si la Banque nationale augmentait les taux de moins 0,75% à zéro, quel est l'impact? L'impact est que le franc suisse devient plus fort et l'inflation devient encore beaucoup plus négative. C'est ça c'est vraiment la transmission monétaire traditionnelle. Si on baisse les taux, ça veut dire que la politique monétaire devient plus expansionniste et dans le moyen terme, l'inflation devait augmenter. C'est clair, dans le long terme, si l'inflation augmente, il faut aussi augmenter de nouveau les taux, mais avec des taux qui sont assez bas, en principe, on diminue l'attrait du franc suisse et on augmente un petit peu la demande intérieure. L'intérêt pour des crédits hypothécaires augmente, ça facilite le financement des entreprises, etc. Et ça devait avoir un impact positif sur l'économie et en moyen terme aussi augmenter l'inflation. Alors c'est vraiment cette transmission de la politique monétaire qui est derrière ces décisions de la politique monétaire. Merci. Appuyez sur le bouton. J'ai pas l'appareil. Je Mais je peux parler assez fort. Ok. Monsieur Jordan, excusez-moi. Vous nourrissez des espoirs tout à fait justifiés d'un retour à un taux d'inflation flottant entre 1 et 2%. Mais vous n'évoquez pas les risques que vous devez prendre en compte et qui sont liés au chômage. Comment considérez-vous l'évolution du chômage au cours de l'exercice entamé il y a quelques semaines? Merci beaucoup aussi pour cette question. Oui, le développement de l'économie et le chômage sont très importants pour la politique monétaire et il n'y a pas vraiment conflit d'intérêts actuellement parce qu'on a une inflation qui est trop bas et une économie où la croissance est aussi plus bas qu'on a espéré il y a 12 mois ou 15 mois. Alors la politique monétaire est très expansionniste avec le but de soutenir l'économie suisse et aussi soutenir l'emploi en Suisse. Il est quand même remarquable que l'augmentation de chômage en Suisse est restée dans des limites. On a commencé depuis 2015 avec 3,2% et on a fini 2015 à peu près avec 3,4%. Alors l'augmentation était assez limitée étant donné l'appréciation du franc suisse et les difficultés de l'économie suisse. Alors l'augmentation est restée limitée. C'est clair, on anticipe maintenant pour 2016 aussi une augmentation encore plus du chômage, de quelques, peut-être 3,6%, mais c'est toujours très, très, très difficile à prévoir. Ça dépend avant tout, comme l'économie mondiale se développe, mais aussi le franc suisse, c'est clair, mais aussi comment les entreprises sont capables de digérer cette situation et de aussi voir comment ils peuvent trouver des produits innovatifs pour rester compétitifs sur le niveau mondial. Merci. Oui, je t'en prie. Oui, Marc Czarkowski, merci Monsieur Jordan. Alors, vous disiez que vous avez quelques inquiétudes peut-être pour une croissance mondiale à court terme, pas à moyen et long terme. Or, on voit quand même des signaux très inquiétants venant de Chine dernièrement. En outre, les États-Unis aussi ont fait preuve d'une très faible croissance au dernier trimestre et
les grandes banques aujourd'hui estiment à peu près à 20% de chances qu'ils tombent en récession cette année. Donc ce sont quand même des signaux pas très réjouissants globalement qui vont évidemment impacter aussi notre économie. Aussi, il faut vous rendre compte que, bien entendu, vous cherchez à préserver d'un côté votre indépendance, mais qui n'est pas vraiment réelle, puisque vous dites que vous attendez des signaux de Francfort, et d'autre part, vous savez très bien qu'il peut y avoir une votation telle qu'elle a eu pour vous forcer d'une part de vendre de l'or, la moitié, je crois, de vos réserves, il y a un certain temps, d'autre part, il y a eu une votation un peu plus récente, qui remonte à quelques années, qui aurait voulu vous forcer à partager certains bénéfices avec l'AVS. Donc en Suisse, quand même, l'indépendance, elle est toute relative. Et puis, ce que vous avez fait pour l'économie, en enlevant le taux plancher, c'était mauvais pour les exportateurs. En mettant les taux négatifs, ça détruit l'épargne, et notamment les fonds de prévoyance. Donc, en gros, certes, vous cherchez à vous préserver, mais le pays n'en bénéficie pas vraiment. Je pense que votre vue est un petit peu distortée, on peut dire comme ça. Vous avez mentionné plusieurs choses. Une fois, les risques sur le plan mondial, ils sont là. Ce n'est pas notre scénario de base, mais c'est clair, il y a beaucoup de risques. Vous avez mentionné la Chine et d'autres. C'est clair. Aussi, pour la Suisse, on ne peut pas... Il y a toujours ces risques et le pays, en tout doit être capable de vivre avec ces risques. Une fois l'indépendance de la Banque nationale, c'est clair, la Banque nationale est indépendante, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'influence de l'extérieur sur la Suisse et sur la Banque nationale. Il y a toujours cette confusion. Depuis longtemps, depuis toujours, il y avait l'économie mondiale qui avait un grand impact sur la Suisse. Si vous avez une récession globale, vous ne pouvez rien faire parce que nous sommes un petit pays avec une économie ouverte qui profite beaucoup de cette globalisation, mais on souffre aussi si l'économie globale ou mondiale va mauvais. C'est la même chose si on a des turbulences sur les marchés financiers, ça peut avoir un grand impact sur la Suisse. Mais les décisions, comment la politique monétaire, mais aussi comment la politique budgétaire réagit sur cette situation, c'est toujours fait dans un sens indépendant. Et je pense que ça, c'est très important pour faire cette distinction. On n'est pas dans une situation où il n'y a pas d'influence sur la Suisse, mais on peut réagir dans la meilleure façon qui est pour la Suisse. Maintenant, votre jugement sur la politique monétaire. J'ai dit avant, j'espérais que j'ai bien pu expliquer que le cours plancher était plus durable. Alors c'est une question de temps parce que et après une décision qui aurait été reportée n'aurait pas aidé la Suisse. On a exactement le même impact. Vous auriez pu la baisser aussi, hein. Le plancher Enfin, il n'y a pas seulement la solution de l'enlever, on peut aussi le moduler. Monétaire avec notre disposition à intervenir et avec les taux d'intérêt négatifs. Et ça a un impact aussi sur le taux de change, comme on voit maintenant, où on est une année après la suppression du cours plancher. Alors c'est une politique qui est visée sur exactement cette situation énormément difficile. Mais on ne peut pas avoir l'illusion que c'est possible, quand dans un monde où les taux sont généralement négatifs, la Suisse peut avoir des taux d'intérêt positifs et avoir un franc faible. C'est impossible. C'est quand même des réalités qui doivent être acceptées. Si on augmente les taux, comme j'expliquais avant, à 0 ou à 1%, et en Europe, les taux d'intérêt sont négatifs, au Japon, ils sont négatifs, etc., c'est quand même un impact immédiat sur le franc suisse, avec toutes les conséquences après pour l'économie suisse. Et on peut aussi bien voir, il faut aussi réaliser, si on compare comment la Suisse a passé maintenant toute la crise depuis 2008, et on compare ça avec tous les pays en Europe, mais aussi avec les États-Unis, avec le Japon, etc., on peut quand même constater que la Suisse est un des pays où le développement était beaucoup mieux, quasiment avec tous les autres pays. Et si on regarde comment les chocs étaient absorbés en Suisse,
c'était dans le bilan de la BNS. Et ça montre aussi comment la politique monétaire a aidé la Suisse et l'économie suisse depuis 2008. Merci. Oui. Oui, bonjour, Elsa Floret de l'AGFI. C'est une question plutôt sur l'investissement. Je sais que vous ne faites pas de commentaires sur la politique d'investissement de la BNS, mais récemment, une association, un rapport Pax, une fondation Pax disait que vous investissiez dans des entreprises d'armement aux États-Unis, normalement, je crois, il y avait 60 millions. La question, c'est comment vous réagissez quand même à ce genre de propos, et puis peut-être, si vous pouvez nous donner un pourcentage entre l'investissement que vous avez dans les entreprises suisses et l'investissement sur les entreprises étrangères. Peut-être nous donner une idée, si c'est possible. Oui, la deuxième question est très facile à répondre. C'est 100% à l'étranger parce qu'on n'investit pas dans des sociétés suisses pour des raisons claires. Une fois, c'est des réserves de change. Alors c'est par définition investi à l'étranger. On achète des devises parce qu'on veut affaiblir le franc. Et si on achète des actions, des obligations des entreprises suisses, on a un impact contraire dans la politique monétaire. Mais c'est aussi très difficile parce qu'il y a toujours des conflits d'intérêts. Si la BNS commence à être actionnaire dans plusieurs entreprises suisses, on est tout de suite dans des conflits d'intérêts. Ce n'est pas une bonne chose pour une banque centrale. Votre première question, c'est clair, on a une stratégie très claire avec des principes qu'on n'investit pas dans des entreprises qui violent systématiquement les droits humains, qui font des dommages sur l'environnement systématiquement et qui produisent des armes qui sont geächtet, je ne sais pas exactement le mot en français. C'est ça notre politique de placement. Ouais. Bien, oui. Vous avez répondu à la première question que je voulais poser, c'était dans les questions des autres intervenants. Par contre, c'est pour revenir au fonds souverain, de voir quand même, vous avez exposé le cas de la Norvège, qui est un bon exemple quand même, hein, et puis Singapour, je n'ai pas très bien compris pourquoi on ne pouvait pas imiter ces modèles-là. Hein. Je veux dire, au fond, par exemple, dans le cas de la Norvège, il y a aussi le fait qu'il donne, chaque citoyen bénéficie d'une sorte de, comment dire, revenu de base. Hein. Je ne sais pas si ça joue un rôle dans ce fonds souverain, mais ça doit le jouer, j'imagine. Mais bon, ça, c'est pour le fonds souverain. Excuse-moi, je ne me suis pas présentée, Mme Ackermann, et je suis une toute petite actionnaire de la BNS, et puis on se préoccupe avec plusieurs actionnaires de ce qui se passe. Alors, aussi, l'impression que ça donne, comme Madame ou les autres messieurs ont dit, c'est que vous vous souciez beaucoup plus de favoriser des intérêts étrangers quand même que plutôt suisses. Hein. Le fait que, comme disait monsieur, le jeu monétaire et des monnaies différentes, c'est de quand même spéculer. Donc à un moment donné, on est quand même content d'avoir un franc suisse fort, même si je suis ignorante en économie à la base, mais je suis mère de famille, donc l'économie je connais. Alors voilà, je ne sais pas si ce point-là je voulais relever, c'est que quand même on sent qu'il y a préoccupation de toujours rejoindre les autres monnaies fortes, et puis qui veut dire qu'on s'intéresse à ce que ces autres pays font et veulent. Et puis le fonds souverain, c'est quand même un point qui... Oui, voilà. Aussi, merci pour votre question. Je peux vraiment ici souligner que la Banque nationale suit seulement l'intérêt de la Suisse, pas d'intérêt d'aucun autre pays. C'est notre politique monétaire est dans l'intérêt général de la Suisse. C'est vraiment notre mandat et on fait tout pour que les intérêts généraux de la Suisse sont respectés. Toutes nos actions qu'on a faites aussi pendant la crise, avec l'augmentation de taille de bilan, avec politique monétaire concernant les taux d'intérêt, les taux de change, le cours plancher, etc., c'était toujours dans cette situation-là, dans l'intérêt général du pays. Le premier point que vous avez mentionné, le fonds souverain norvégien. Là, je pense que c'est vraiment une grande différence entre la Suisse et Norvège. En Norvège, il a toujours le pétrole et le
le bénéfice du pétrole est comme des fonds propres de l'État de Norvège. En Suisse, il n'y a pas de fonds propres. On achète des euros ou des dollars et on paye avec des francs suisses qui sont en principe des obligations de la BNS vis-à-vis des banques. Alors, comme j'ai expliqué avant, c'est ni une richesse nationale, ni des fonds propres de la BNS. Singapour, c'est exactement la même chose. Il n'a pas le pétrole, mais c'est des excédents budgétaires. Alors, l'État, c'est comme la Confédération. Un déficit fait chaque année quasiment un excédent, et au lieu de dépenser ça tout de suite, elle épargne ça dans un fonds souverain. Et c'est la grande différence. Oui, il faudrait faire des bénéfices. Oui, il faut faire des bénéfices. Mais peut-être on peut aussi souligner, la Banque nationale investit tous ces actifs. Ce n'est pas des billets de l'euro, billets de dollars qui sont sous des matelas de la BNS, etc. C'est investi dans des actions, des obligations, etc., etc. Et le rendement de ces actions contribue au bénéfice de la BNS et qui est après aussi transféré à la Confédération et au canton. On a discuté avant aussi. Pour 2015, le canton de Genève a reçu 39 millions. Ouais. C'est donc une oui. Ah, pardon, excuse-moi. Juste me permettre de revenir sur la question des fonds souverains. Je pense que l'erreur que l'on fait partout, c'est qu'en fait, on assimile une éventuelle gestion d'un fonds souverain à la Banque nationale suisse. Vous dites justement que la BNS distribue d'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi, une partie de ces faux bénéfices au canton. On pourrait très bien doter un fonds souverain externe à la BNS, géré par je ne sais quelle entité, la Confédération, quelqu'un d'autre, avec une partie de ces dotations données au canton. On pourrait en distraire une partie pour faire un fonds souverain qui, alors à ce moment-là, pourrait s'investir dans n'importe quel type de titre, y compris dans des titres suisses. J'ai travaillé, par exemple, pour un pays qui avait un des premiers mis au point un fonds souverain, c'est le Koweït. Mais la façon de gérer n'était pas une façon de gérer au niveau de la Banque centrale du Koweït. C'était une activité indépendante qui permettait de gérer des fonds que l'État mettait en réserve pour les générations futures. Donc la Norvège fait un peu comme ça. Je pense que la BNS pourrait très bien doter avec ces faux bénéfices, je répète, une partie d'un fonds qui serait géré par une autre entité, puis la problématique serait résolue. Je pense que vous avez raison. On pourrait doter un fonds souverain avec le bénéfice de la BNS. Ça serait possible. Comment on transfère ce bénéfice au canton et à la Confédération? Ce n'est pas des fausses bénéfices, c'est des vrais bénéfices. Autrement, on ne pourrait rien transférer. Mais, il faut dire, il faut changer la Constitution. C'est dans la Constitution de la Suisse que le bénéfice doit être transféré au canton et à la Confédération. Ce n'est pas une question de la Banque nationale, c'est vraiment une question politique. Mais on ne peut pas transférer les actifs, parce que les actifs, ils sont financés par des passifs, et les passifs, c'est les obligations vis-à-vis des banques. Alors, ce n'est pas des fonds propres. On pourrait transférer des fonds propres. C'est exactement ce qu'on a fait après les ventes d'or. Là, on a fait vraiment une augmentation des fonds propres. À l'époque, l'or était valué avec des prix qui étaient en dessous le marché, prix de marché. Après, on a pu vendre ça et on a transféré en principe l'augmentation des fonds propres de la BNS au canton et à la Confédération. Maintenant, on ne peut pas faire ça. On pourrait évidemment les bénéfices, mais c'est toujours des montants assez limités. C'est peut-être 1 milliard par an, etc. Alors, ça devrait assez longtemps jusqu'à un fonds un petit peu avec une substance. Oui, encore une question. Oui, par rapport aux aléas de la démocratie directe en Suisse, est-ce que vous pouvez évaluer quel serait l'impact d'une éventuelle acceptation de l'initiative monnaie pleine pour la Suisse? Pas encore.
on a déjà dit que cette idée de monnaie pleine faisait des grands changements dans la constitution monétaire de la Suisse. Et on est en train d'étudier ça en détail et on va sûrement dire exactement quel est l'impact aussi sur la politique monétaire de la BNS dans le cas où l'initiative serait acceptée. Et c'est des choses assez complexes et c'est clair. On peut aussi dire que ça serait un grand expériment parce qu'on n'a pas d'expérience avec des autres pays qui auraient un même système. Quand on arrive au bout de la conférence de presse, encore 2 petites interventions très courtes. Oui, et puis monsieur Nicolas. C'est une question qui n'est pas sur monnaie pleine. Ah, pardon. Je voulais poser une question technique sur les transparents, justement. Et je crois que vous avez un peu répondu. Tout à l'heure, on voyait, en particulier sur le fonds souverain, il y avait à gauche, à l'actif, les devises, et à droite, la monnaie, les obligations par rapport aux banques. Mais en fait, quand on regarde le bilan de la BNS, il n'y a pas de devises. C'est comme vous avez dit, il n'y a pas de billets dans le matelas de la BNS. En fait, ces devises, elles sont investies sous forme d'actions, enfin sous forme d'investissement en devises étrangères. Ça, c'était le premier point. Donc, en fait, le terme devise est un peu enfin, misleading sur transparent. Et après, j'ai une deuxième question. Oui, peut-être c'est une question de définition, mais normalement, c'est des réserves de devises. Ça veut dire monnaie étrangère, mais investie dans des actions, dans les obligations, etc., etc. Oui, c'est juste. En termes d'effet sur la masse monétaire des devises étrangères, ce n'est pas un effet direct. Et c'est ça ma deuxième question. En fait, quand la BNS crée du franc suisse pour l'investir dans des entreprises étrangères, il y a 2 effets sur la monnaie suisse. Il y a l'effet de dilution de la monnaie suisse, c'est-à-dire qu'on augmente la quantité de francs suisses, ce qui vient diminuer mathématiquement la valeur relative de chaque unité. C'est comme quand Apple multiplie ses actions par 7. La valeur des actions est divisée par 7. Donc ça, c'est le premier effet de dilution. Et il y a le deuxième effet qui est en fait de faire monter les bourses des pays dans lesquels on investit des actions. Et ce qui vient aussi jouer contre le franc suisse. Est-ce qu'il y a d'autres effets et quel est le plus fort parmi ces 2 effets? Merci. Oui, en fait... Bon, si j'ai bien compris, quand la BNS achète des actions de Apple, Apple combat l'horlogerie suisse, la BNS soutient l'économie suisse. Donc c'est le raisonnement qu'on peut suivre. Je m'occupe d'innovation et d'invention, mon nom est Nicolas Narcisse. Je dois vite réfléchir encore les questions. Alors, les différents canaux de transmission, je pense que vous avez parlé de ça. Alors, si la Banque nationale augmente la masse monétaire, ça devrait avoir un impact négatif sur la valeur du franc. Alors, le franc devrait déprécier. C'est exactement ce qu'on aimerait. Et ont aussi un impact négatif sur les taux d'intérêt. En même temps, ça a un impact positif pour l'économie suisse parce que nos exportations deviennent moins chères et le financement des entreprises suisses devient moins cher. Alors, tous ces canaux, c'est traditionnellement quelque chose de positif pour l'économie suisse. C'est clair. Maintenant, je pense c'est aussi la question de l'autre monsieur, c'est clair. Quand la Banque nationale investit à l'extérieur, ça a un certain impact sur ces prix des actions et prix d'obligations. Mais il faut voir que ces marchés sont énormes et l'impact marginal de ce que la BNS fait sur le cours action Apple, sur le cours des autres, est quasiment zéro parce que c'est très petit dans la grande masse. C'est plutôt les idées que la Banque nationale doit suivre, quelle est la meilleure méthode à investir cette masse qui est en monnaie étrangère. Si on reste seulement avec les billets, le rendement est zéro par définition. Si on a une certaine diversification avec les actions, avec les obligations de l'État, avec les obligations des entreprises, on peut augmenter le rendement
et diminuer le risque. C'est la stratégie qui est derrière nos placements. On peut augmenter le rendement et on peut aussi diversifier les risques. Et ça, c'est de nouveau dans l'intérêt de la Suisse parce que ça crée un certain bénéfice qui est plus tard peut être payé au canton et à la Confédération. Alors, c'est tout ce qu'on fait, c'est toujours dans l'intérêt de la Suisse. L'augmentation de la masse monétaire, et à cause le franc est trop fort, à cause le financement de l'économie suisse, c'est peut-être trop cher. Et en même temps, si on a cette masse avec de l'euro, de dollars, il faut voir qu'on a un bon mix de placements pour diminuer les risques et pour augmenter le rendement. Oui, c'est ça. Merci. So last question, please. Ouais. Katsuhiko Hara, Nikkei. May I ask my question in English? Okay. And I apologize if the question is already answered, but with the negative interest rate, are you concerned that now this world is in the state of the currency devaluation more? And do you think you will lower it again if the inflation stays lower? And I would like to hear your stance on the quantitative easing as a Swiss National Bank. No. Well, I cannot really comment on foreign monetary policy. I do not believe that at the moment you are really at the risk of a currency war. So the central banks take action because of their domestic situation. And as long as this domestic situation can improve by monetary policy, it may also benefit other countries. And of course, then other countries have to also to have the chance to react to certain development in international financial markets. So what would be helpful is that all those measures would have a positive impact on global growth and on global inflation. And if that is the case, I think this policy can be beneficial altogether. Ok, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie en tout cas, M. Jordan, d'avoir pris le temps de répondre aux questions. C'était tout à fait intéressant. Je remercie aussi nos confrères d'avoir été présents. Merci beaucoup. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour refaire l'exercice. C'est toujours très suivi. Merci beaucoup. Ouais. Merci.